Bonjour à tous. Magnifique. Donc, en deux mots, je me présente, Mathieu, cofondateur de Digital Food Lab. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on s'intéresse à cet écosystème de la food tech. Et donc, par rapport à vous, qui devez plutôt vous intéresser à la partie food, nous, on s'intéresse plutôt à la partie tech, et donc à l'innovation, à ce qui va se passer, non pas aujourd'hui, pas vraiment demain, mais plutôt après-demain. Quand on dit food tech, pour nous, c'est vraiment les innovations que vont porter ces startups plutôt pour le long terme. Et ce qu'on essaye de faire avec Digital Food Lab, c'est tout simple. C'est il y a 4 ans, quand on a revendu notre première startup, on voyait plein de gens s'exciter sur la food tech, raconter des choses qui étaient soit d'un côté ce qu'on pourrait dire en anglais dismissive, ça n'arrivera jamais, les gens vont continuer à manger de la même manière, ou alors de l'autre, tout va arriver demain. On va manger de la nourriture qui viendra d'agriculture cellulaire et ce sera tout prêt à la fin de l'année. Et on s'est dit peut-être qu'il existe un chemin rationnel entre les deux, que des industriels, des grands groupes de l'agroalimentaire, de la finance, etc., ont un rôle à jouer et peut-être qu'on peut les aider, et c'est notre job, à comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'évidemment, quand on m'a appelé, on m'a dit « Est-ce que tu peux venir dire quelque chose sur food tech et culture et plaisir ?» Je me suis dit « Bon, culture, plaisir, je comprends ce que ça veut dire. Startup Food Tech, je vous ai expliqué, c'est tous ces startups qui innovent sur l'agriculture, sur les nouveaux produits, sur le retail. Mais alors, la combinaison des deux, j'ai eu un peu de mal, honnêtement. Et pourquoi quand on regarde ce sur quoi les startups innovent, pas besoin de regarder toutes les thématiques, mais en fait, si vous les regardez, et je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment toutes celles que nous, on peut lister, il n'y en a aucune qui est vraiment liée à la culture ou au plaisir elle-même. Et je me suis dit, tiens, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Parce qu'en fait, quand des entrepreneurs se posent la question, se disent sur quoi je vais entreprendre, en fait, leur point de départ ne va pas forcément être sur la culture ou le plaisir, ça va être une idée de créer des nouvelles expériences en ayant un produit qui a un meilleur prix, qui a une meilleure qualité, qui adresse un marché non adressé, potentiellement avoir un impact sur la société ou l'environnement, ou disrupter ce qui existe déjà. Évidemment, derrière tout ça, il y a un rationnel économique, on connaît la taille des marchés, mais il y a peu on va dire, de focus sur le plaisir. Et même parfois, on va dire que le plaisir arrive après. Je peux vous dire, je dois tester toutes les semaines, toutes les 2 semaines avec des associés, des amis. On teste des produits, des alternatives au fromage, à la viande, au poisson. C'est pas toujours un moment de plaisir. Et on se dit, mince, peut-être que les entrepreneurs ont voulu faire quelque chose de super friendly au niveau de l'environnement, un projet ultra social. Alors le produit, fondamentalement, il n'est pas bon. Donc c'est un sujet qui est intéressant. C'est aussi de se demander, tiens, pourquoi est-ce que l'entrepreneur ne met pas la culture et le plaisir au centre? Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est potentiellement quelque chose qui est en train de changer, parce que justement, il y a eu des années et des vagues de startups qui ont essayé d'innover en lançant des produits qui étaient mieux, mais pas forcément meilleurs ni même bons. Et donc, tout ce qu'on peut voir en ce moment, c'est un vrai changement, avec des startups qui repartent justement d'un point de vue, notamment sur les protéines alternatives et sur la viande, de se dire on ne va pas inventer quelque chose de nouveau, on a besoin d'aider le consommateur à partir de quelque chose qu'il connaît. Et donc, quand une marque comme Beyond Meat, Impossible Food, essaye de créer la viande du futur, végétale du moins, ils essayent de faire quelque chose qui ressemble au plus près en goût, en texture, demain idéalement en prix, à ce que vous connaissez dans vos assiettes. Donc, après 10 ou 15 ans de vie de l'écosystème de ces startups innovantes, on revient à l'idée de se dire, en fait, on ne peut pas changer radicalement la façon dont le consommateur mange, utilise des produits. On a besoin de prendre ce qu'ils connaissent et finalement de leur mettre quelque chose qui soit à peu près équivalent. Et c'est le cas aussi sur des protéines ou des alternatives encore de plus long terme. Je vous parlais tout à l'heure d'agriculture cellulaire. Je pense que vous avez déjà entendu parler de l'idée, plus ou moins en mal si c'était dans un média français, avec l'idée de se dire on prend une cellule souche dans un animal, on la fait se multiplier dans un bioréacteur et à la fin, on aura
une protéine de qualité. Le problème, c'est qu'à la fin, vous avez des cellules et qu'il faut faire quelque chose avec. Donc, soit vous en faites de la pâtée, soit vous essayez de la retransformer en quelque chose de connu. Et c'est ce qu'essayent de faire des startups. Ce que vous avez à l'écran, c'est quelque chose issu d'agriculture cellulaire, imprimé en 3D, c'est-à-dire qu'on rajoute une couche énorme de complexité pour faire en sorte qu'à la fin, le produit soit le plus proche de ce que le consommateur connaît déjà aujourd'hui, alors que ça rajoute une couche vraiment importante de complexité. Et ça, justement, par contre, derrière, il y a toujours l'idée que ça ne doit être qu'un pont pour aller au-delà. On n'a pas le temps, on ne va pas le détailler ensemble, mais vous pourrez regarder. C'est une startup australienne qui s'appelle VOW, V-O-W. Eux travaillent sur l'agriculture cellulaire, mais pas pour faire des produits qui ressemblent, pour construire les produits de demain. Donc, c'est-à-dire qu'ils combinent la texture d'une viande avec les nutriments du poisson, avec les propriétés nutritionnelles du zèbre, et ils produisent une nouvelle viande, la viande de demain. Mais avec cette idée qu'on ne peut pas mettre ce produit sur le marché dans 5 ans ou dans 10 ans, mais qui a besoin d'une étape et d'une transition. Et de manière assez intéressante, ce que je vous ai montré très rapidement sur les protéines alternatives est en train de se passer dans la restauration. On a connu pendant 5 ou 6 ans des robots qui ont essayé de remplacer, de cuisiner autre chose d'une autre manière, et finalement, ils ont plus ou moins tous échoué, et maintenant on revoit des robots culinaires qui essaient de se substituer à ce que l'on connaît, à des plats simples, du quotidien, à cuisiner des pizzas, à cuisiner des mélanges, des bowls. Donc exactement ce que l'on peut voir sur les protéines. Repartir de là où on est, de la culture telle qu'on la connaît, pour construire un substitut et aller sur quelque chose de nouveau. Et enfin, je terminerai peut-être sur une réflexion ou une idée de ce que pourrait être cette nouvelle culture plaisir du point de vue de l'entrepreneur ou de certains entrepreneurs food tech, en incluant une thématique, une de celles qui me tient le plus à cœur et dont je pense que l'impact sera le plus profond sur les marques, sur l'agroalimentaire, qui est celle de la personnalisation. Je pense que peut-être la moitié d'entre nous ont un device connecté, une Apple Watch ou une autre. On commence à avoir des nouvelles générations de gadgets avec ces patchs qui suivent votre glucose en temps réel. On est une petite centaine dans cette pièce. On a 100 réactions différentes si on mange une banane ou un café. Et ça, on ne le saura pas si on ne le mesure pas. Et derrière, avec de la génomique, avec de l'analyse du microbiote, on peut déjà savoir aujourd'hui ce que chacun d'entre vous devez manger. Et du coup, on peut se poser la question de quel avenir, quel type d'alimentation ça peut laisser présager pour demain, quels aliments, comment est-ce qu'on va manger si chacun d'entre nous sait que fondamentalement ce qu'il doit manger est différent. Parce qu'on voit bien qu'on a du mal, tout à l'heure on parlait de Nutri-Score, de conseils nutritionnels, savoir ce que l'on doit manger. Alors si on l'intègre et qu'on le sait vraiment qu'en mangeant tel type d'ingrédients, on augmente de 40-50% de chance tel risque de maladie, ça sera fondamentalement un impact sur notre alimentation. Donc c'était vraiment un aperçu très rapide de cette réponse à cette question culture-plaisir et startup food tech. Donc un sujet qui n'est pas forcément évident et abordé de façon directe, mais qui, si on essaie de le retracer, peut se retrouver dans cette idée de construire des produits qui ressemblent et qui, demain, doivent servir à inventer un futur vraiment différent. Merci. Merci beaucoup.